Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Djena. Radio Djena, c'est sur www.radio.djena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Investir. Investir. Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Djena, nouveau numéro de votre émission Investir. Investir, un programme hebdomadaire qui fait la lumière sur les entrepreneurs togolais et africains qui excellent dans leur domaine. Je suis Djibodi Apedo. Le numéro 8 accueille aujourd'hui un entrepreneur sénégalais, Théo Lam, directeur général de Omniance et auteur d'ouvrages sur l'entrepreneuriat. Vous allez découvrir ce jeune Sénégalais qui s'est engagé au profit de l'Afrique. Voilà, bonjour et bienvenue dans Investir. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. D'accord. Alors, quelle est la genèse autour de votre structure Omniance? C'est juste un cabinet de conseil qui accompagne les entrepreneurs à développer leurs talents, à formaliser leurs idées, à proposer leurs produits et services, et nous, on les accompagne à mettre en place tout leur processus. Le cabinet a été lancé en quelle année? Je suis dans ce monde de conseil depuis 2005. D'accord. Entre Paris, Londres et en Afrique. D'accord. Mais le cabinet est installé au Sénégal ou bien à Paris ou à Londres? Alors, à Londres, une entreprise. Paris, pareil. En Côte d'Ivoire. D'accord. En fait, vous avez la possibilité, en installant une activité en Côte d'Ivoire, de pouvoir travailler dans d'autres pays de la sous-région. Et quelle est la spécificité de votre structure, de votre cabinet Omniance? La performance au cœur de l'homme. Comment faire pour apporter des outils, des conseils, des méthodes en accompagnant des personnes qui ont envie d'améliorer ce monde. Et nous avons estimé que les entrepreneurs font partie intégrante de ces personnes et nous avons opté de leur apporter notre soutien. D'accord. Et vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes engagé dans l'entrepreneuriat et au profit de l'Afrique et vous êtes également auteur, vous formez des jeunes Africains, on a vos ouvrages ici, surtout sur l'entrepreneuriat. Pourquoi un tel engagement d'Ibrahima Théo Lam? Je suis très passionné de l'entrepreneuriat. À la fin de mes études, je n'ai pas pensé à chercher un travail. J'ai directement entrepris. J'ai vu ce que ça me procurait comme bonheur. J'ai vu que ce que ça me donnait comme opportunité de pouvoir avoir mon agenda personnel, de pouvoir créer moi-même ce que je vendais, de pouvoir créer moi-même ma propre dynamique pour impacter ma communauté. Cette autosatisfaction, cette façon de se dire je suis utile à la communauté me rendait extrêmement fier. Et j'ai voulu impacter aussi en proposant des méthodes à d'autres personnes pour qu'elles s'inspirent des réalités entrepreneuriales de leur environnement, pour qu'elles puissent devenir des entrepreneurs ou des créateurs de solutions. Donc je suis très passionné de l'entrepreneuriat et j'ai envie que d'autres s'y engagent parce que nous avons toujours des problèmes à régler au niveau de nos sociétés. Non, mais d'où est née cette passion-là pour l'entrepreneuriat? On sait que ça part de quelque chose, peut-être d'une histoire personnelle, mais d'où est née votre passion? Moi, ce n'est pas une histoire personnelle, peut-être c'est mon tempérament, peut-être c'est mon parcours ou ma personnalité. D'accord. J'apprécie les choses qui sont faites avec bonne réflexion. Et si je me permets de dévier votre question en l'orientant sur
peut-être qu'est-ce que j'apprécie dans l'environnement entrepreneurial de façon générale, dans l'écosystème. C'est les profils comme les femmes qui n'ont pas besoin d'aller dans des écoles pour apprendre les grandes techniques. Et en général, elles sont outillées pour faire un travail avec des protocoles très huilés. D'accord. Ou les jeunes du secteur informel, où il leur suffit uniquement d'observer l'environnement immédiat et de détecter tout de suite quels sont les produits et les services sur lesquels ils peuvent se concentrer pour faire de leur avenir un succès avéré. Ou bien encore les artisans. Donc, autour de moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quand même plusieurs personnes qui ont réussi à fabriquer, qui ont réussi à développer de bons services, qui ont réussi à se construire des images extrêmement pointues. Et ces personnes m'ont donné l'impression qu'il est important, quand on s'engage dans l'entrepreneuriat, qu'on se base sur des choses réelles. Et ces situations-là m'inspirent davantage et ça me fait très plaisir. Et quelles sont ces choses réelles sur lesquelles on doit se baser quand on est dans l'entrepreneuriat? Alors, exemple, savoir s'organiser, avoir cette capacité de résilience, avoir cette capacité de tester, avoir le pouvoir de décider, avoir la possibilité de se connaître, connaître son environnement avant d'écouter ce que les autres m'apportent comme information sur mon environnement. Avoir la possibilité, lorsqu'on s'engage pour quelque chose, on y va jusqu'au bout, avoir de l'autodétermination. Avoir la possibilité d'écouter peut-être dans certaines situations et surtout écouter la bonne parole et surtout de se lancer dans des perspectives où vous mesurez ce que vous avez l'ambition de faire et vous le faites bien. C'est vrai que sur un autre angle, certains consultants ou certains créateurs d'entreprises peuvent me dire, mais où mettez-vous le business plan dans tout ce que vous formulez comme accompagnement? Je suis très proche des modèles qui ont réussi et qui ont été faits à travers des choses qui sont très simples. Les grandes entreprises qui occupent aujourd'hui l'espace mondial, ce sont des entreprises pour lesquelles les personnes se sont retrouvées à un moment donné, ont réfléchi sur des petites choses et finalement l'appétit est venu à travers plusieurs situations et aujourd'hui on les retrouve comme les plus grandes entreprises de ce monde. Alors, quelles sont les solutions que vous apportez aujourd'hui aux entrepreneurs africains? Alors, je peux prendre l'exemple de ma mission de cette semaine au Togo. L'objectif, c'est d'accompagner 100 jeunes, les aider à formuler leurs idées de projet, les accompagner à ce que ces idées se transforment en réalité concrète, en projet, et que ces entreprises soient créées avant vendredi. Et en une semaine? Mais bien évidemment, c'est vraiment un challenge. Comme j'ai eu l'occasion d'y travailler dans plusieurs pays avec plusieurs structures, ce n'est qu'une répétition des situations professionnelles sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Maintenant, ce qui est impératif dans ce type de modèle d'incubation pour une semaine pendant les jeunes, c'est qu'on les met dans un défi extrêmement précis. Vous avez tout ici, on vous accompagne, on demande deux choses. Premièrement, il faudrait que vous créiez un prototype en fonction de l'idée que vous nous avez proposée. Deuxièmement, il faut que vous créiez une petite présentation de ce que vous voulez faire comme ambition entrepreneuriale. Prototype, mini-projet. Et finalement, le jeune est connecté à un environnement où il doit se débrouiller lui-même et on lui apporte tout ce que nous avons comme recommandations et conseils pour qu'il soit apte à développer son entreprise pendant une semaine. Est-ce que les citoyens adhèrent facilement à votre vision? Alors, cette vision de l'entrepreneuriat, tant qu'on n'y est pas, il est difficile d'y adhérer parce que tout de suite, on peut être réfractaire d'une situation telle que comment on peut créer une entreprise en une semaine. Oui. Mais une fois qu'on est associé au concept, une fois peut-être qu'on a déjà fait ce parcours et on a réussi à installer notre activité, peut-être nous sommes un ambassadeur qui peut en tout cas promouvoir cette possibilité de créer son activité juste en une semaine. Et c'est tout à fait possible et faisable. Mais derrière cette idée d'accompagner les jeunes à la création d'entreprises, on cherche d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui vous abordent vous expliquent qu'ils ont des problèmes pour financer leurs entreprises. Ils ont des problèmes pour faire face à l'ensemble de leurs besoins, à long terme, moyen, court, ainsi de suite. Et je me dis, un jeune qui a déjà testé avec ses propres moyens, il est en train d'apprendre comment utiliser ses propres fonds pour financer son début d'activité. Donc, on les aide à retrouver toutes les
compétences utilisées dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous avez commencé depuis 2005, on est en 2021. Aujourd'hui, combien de jeunes vous avez accompagnés et quels sont les modèles de réussite à votre niveau? Wow. Une question très difficile à répondre. Je n'ai pas un chiffre parce que tout simplement, je ne travaille pas pour moi-même. Et j'ai plusieurs catégories de clients. L'État togolais peut me contacter pour un projet bien défini, avec un nombre bien défini, mais je suis dans une partie du projet global. Dans un tel projet, je peux m'occuper de monter le concept, par exemple, comme je peux m'occuper de monter et d'exécuter le concept. Je peux m'occuper aussi du concept et du suivi. Donc, je peux vraiment estimer le nombre de personnes avec qui j'ai travaillé, surtout le nombre de jeunes. Et ce qui fait que je ne pourrai jamais, c'est qu'en dehors de l'État dont j'ai cité comme client, j'ai des écoles, des communautés, des associations, des fondations, des organisations internationales. Donc le fait d'avoir une diversité de partenaires et de clients fait qu'il m'est très difficile de compter le nombre de personnes avec qui j'ai travaillé et les modèles de réussite. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, je suis en contact avec plusieurs de mes anciens étudiants, plusieurs des jeunes avec qui je suis en contact, nous nous rencontrons régulièrement. Par exemple, à travers l'incubation que nous faisons pendant cette semaine, j'ai invité beaucoup de modèles de réussite togolais que j'ai encadrés en un moment donné de leur parcours entrepreneurial. Mais malheureusement, je n'ai jamais fait le décompte des jeunes que j'ai inspirés ou des jeunes que j'ai accompagnés. Parce que je n'ai jamais senti l'obligation d'accompagner suivant un critère de chiffre. D'accord. Donc vous, c'est la qualité qui vous importe et le résultat final. Exactement. S'il s'agit de 5 ou 4, ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'une fois qu'on est là, il faut qu'on arrive à réussir nos objectifs. Créer des entreprises en une semaine, bien être porteur d'un projet de création d'entreprise, c'est l'accompagnement que vous faites au niveau des jeunes. Mais une chose est de créer une entreprise, l'autre également de l'installer, de la pérennisation également de cette entreprise et le financement de l'entreprise. Quel est l'accompagnement que vous faites à ce niveau aux jeunes qui viennent vers vous? Alors, d'une manière générale, les jeunes qui viennent vers moi, ils ont besoin d'être rassurés par rapport à la validation de leurs idées. Est-ce que leurs idées sont bonnes? Déjà, nous sommes en début de processus. Autre chose aussi que les jeunes cherchent, comment matérialiser l'idée? Quel est le process? Comment démarrer? C'est vrai que le financement, c'est une question qui revient régulièrement, mais moi j'ai une position claire. J'ai écrit un ouvrage où j'ai expliqué ma position ferme sur le financement. Et pour moi, le financement ne fait même pas partie d'un projet de création d'entreprise. Comment cela s'explique? Mais comme tout le monde, par exemple, vous vivez dans un environnement où il est très difficile que vous soyez, en tout cas, une personne qui peut accéder au financement des banques. Nos États ont de très petites possibilités. Si vous ne comptez pas sur vous-même, je ne vois pas... Vous ne pouvez pas entreprendre. Mais exactement, d'une manière générale, si vous ne comptez pas sur vos propres sous, il vous sera très difficile de réussir dans l'entrepreneuriat. Mais compter sur soi en matière financière, c'est quoi? C'est juste, j'ai un projet qui coûte 100 000. J'essaie de voir comment je peux moi-même mobiliser les 100 000 pour mon projet. Si je n'ai pas 100 000, peut-être j'ai un stock de matériel qui peut coûter 100 000. Je peux vendre. Comme je peux ne pas avoir 100 000, par exemple, je dispose de 50, je peux démarrer avec 50. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est démarrer en fonction de son niveau et de son échelle. On ne peut pas aller sur du 200 000, or nos possibilités restent sur 100 000. D'accord, il faut avoir de la vision à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé de vos livres que vous rédigez. Parlez-nous de ces ouvrages, Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite et Lettres à la jeunesse africaine. Parlez-nous de ces ouvrages que vous sortez. Quel est le message dans ces livres? C'est vrai, avant le message, il y a quand même quelque chose à partager. En tant qu'enseignant, j'ai des fois le sentiment que nous devons être des porteurs de messages instructifs à l'endroit de nos communautés. Ça, c'est d'une manière générale un enseignant.
l'enseignant africain que je suis, même si je vis en France, je me sens comme une personne extrêmement proche de la réalité africaine et que je me suis toujours posé cette question. Pourquoi les questions de leadership, les questions d'entrepreneuriat, les questions de développement personnel, nous, en tant qu'Africains, on ne s'y intéresse pas. Et pourtant, nous pratiquons ces différentes questions. Et ceux qui les pratiquent, en général, n'ont pas fréquenté pendant de longues années les écoles. Et je me suis senti un peu frustré le fait que sur le marché des auteurs, je ne trouve pas beaucoup d'Africains qui font la promotion de ces idées novatrices de leadership entrepreneurial en Afrique. Et je me suis engagé, en fonction de ma connaissance de l'Afrique, à rédiger des ouvrages pour, d'une part, promouvoir l'identité africaine en matière de culture entrepreneuriale, d'autre part, pour permettre à ma communauté de bénéficier d'écrits qui leur concernent directement. D'accord. Parce que la façon d'orienter le leadership aux États-Unis ne peut pas correspondre à la façon dont un Africain peut appréhender son leadership. On ne peut pas prendre un livre d'un Américain pour apprendre ce qu'est le leadership en Afrique. Il y a une spécificité. Mais bien évidemment, comme par exemple ce livre, Entreprendre en milieu éducatif africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai constaté dans plusieurs cas de figure, dans les pays africains, on nous parle de plusieurs systèmes éducatifs. Le système canadien, le système français, le système tout ce que vous voulez. Américain. Mais le système africain, il est où? Et moi, j'ai eu la chance de travailler sur un projet où l'objectif c'était de développer une culture entrepreneuriale et de l'implémenter en Afrique. À la fin de la mission, j'ai théorisé les concepts sur lesquels j'ai travaillé à travers un ouvrage en disant en africain, j'ai un message. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas les Français, nous ne sommes pas les autres. Nous sommes Africains. En fonction de ma connaissance du terrain, en fonction de ma maîtrise de certaines situations, voici des modèles que nous pouvons expérimenter. D'autres peuvent écrire, d'autres peuvent donner d'autres points de vue. Mais en tout cas, c'est mon histoire, mon identité, ma situation. Donc c'est pour dire, nous devons nous donner les moyens d'écrire les fondamentaux de notre écosystème, de nos orientations sur tous les plans. Vous parlez de livres, d'ouvrages aujourd'hui, mais le handicap en Afrique, c'est le fait que les Africains n'ont pas l'habitude de lire. Mais tout ce que vous avez comme idée, idée de révolution, de développement, d'entrepreneuriat, c'est dans les ouvrages. Comment vous, Ibrahim Théolam, arrivez à faire comprendre aux Africains que la connaissance se retrouve dans les livres et qu'il faudrait les lire, surtout ces ouvrages qu'on a devant nous aujourd'hui? Vous savez, quelqu'un qui ne lit pas, c'est que tout se passe comme si il veut être à l'encontre de notre monde moderne. Quelqu'un qui ne lit pas, tout se passe comme si il veut juste se suffire de son environnement immédiat. La culture de la lecture doit être un élément qu'on intègre dans nos propres vies. Parce que cette lecture peut nous apporter beaucoup de choses. C'est vrai que d'une manière générale, on n'a pas cette appréciation de la lecture. Cette culture en aussi. Afrique. Pour ma part, je partage plusieurs fichiers de mes ouvrages pour participer. Je participe à plusieurs manifestations pour promouvoir. Je participe aussi à plusieurs rencontres en ce sens. Maintenant, nous, nos États doivent nous soutenir à ce que nos écrits soient intégrés dans les écoles, dans les centres de recherche, dans les temples du savoir, pour que nos jeunes comprennent nos États, nos histoires, nos identités. Mais ce qui est paradoxal, l'Afrique veut faire la promotion de l'Afrique avec les identités africaines. Mais tout ce que nous utilisons pour faire ces promotions vient de l'extérieur. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour faire une émission sur l'entrepreneuriat, sur comment investir en Afrique, comment détecter une opportunité, de la transformer en projet et d'en gagner en ajoutant votre valeur. Mais on fait ça avec un environnement occidental parce que l'ordinateur ne vient pas de l'Afrique. Oui, voilà. Ni le système
connecté qui nous permet de faire cette émission, ni les outils qui nous permettent de communiquer, le visuel. Donc, cette façon de révolutionner à travers l'entrepreneuriat doit être un entrepreneuriat à la base. La base, ça veut dire quoi? Il faudrait qu'on prenne le temps de comprendre notre environnement, qu'est-ce qui se passe réellement et comment on peut l'exploiter pour en tirer des avantages. Donc, pour dire, il faudrait qu'au Togo, par exemple, qu'on enseigne aux jeunes Togolais le Togo. Et quand on vous pose une question sur le Togo, vous répondez. Exactement. Voilà. Et puis prendre le temps d'écrire des ouvrages sur le Togo pour que les jeunes sachent qu'au Togo, qu'il y a une plante qui fait ceci, qui guérit, qui fait cela. Et que cette plante devienne une opportunité pour le jeune. Ou bien qu'on lui dise, il y a une ressource qui permet de fabriquer du savon. Ouais. Et ça dit, on enseigne tout ça, on les met dans les livres. On fait une vraie promotion de la destination africaine à travers des choses qui sont réelles. Mais nous, dans plusieurs de nos rues, on fait la promotion des Champs-Élysées, la promotion des États-Unis, la promotion de l'Angleterre. Même les noms des rues, parfois, c'est des personnalités européennes comme nom de rue. J'ai jamais compris ça. De toute façon, ça, je veux même pas y réfléchir parce que je n'ai jamais compris. Alors, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour amener à un changement de mentalité? Par exemple, l'incubation que nous faisons cette semaine avec les jeunes, on les aide d'abord à se développer, à mieux se connaître, à mieux s'engager, à mieux connaître leur territoire. Et on les aide de façon très pédagogique à se préparer à réussir. D'accord. Alors, vos ouvrages sont-ils accessibles aujourd'hui? Quand on veut avoir accès à vos ouvrages, comment faire? Et au niveau de la diaspora, vous avez parlé de l'Angleterre, de la France, également de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir facilement accès à ces œuvres? Oui, sur Internet, vous commandez, on vous livre assez rapidement. C'est ma maison d'édition qui s'en occupe, l'Harmattan. Mais il m'arrive aussi de voyager et d'en prendre quelques. Si les lecteurs veulent l'acheter, je peux dédicacer. Mais les livres, je m'en occupe absolument pas. C'est ma maison d'édition. C'est elle qui s'occupe de faire la promotion et la vente des livres. Mais par contre, en tant qu'auteur, quand même, très souvent, il m'arrive de voyager avec un lot d'exemplaires pour les dédicacer aux lecteurs. Pourquoi les Africains doivent-ils se tourner vers l'entrepreneuriat? Et quel apport pour le développement de l'Afrique? Alors, exemple très simple. Tout ce que nous consommons vient d'ailleurs. Et on a besoin de consommer. Nos besoins qui sont au niveau du continent sont satisfaits par d'autres pays. Oui. Le pétrole que nous avons est exploité par d'autres communautés. Le bois, les ressources halieutiques les plus importantes chez nous sont exploitées par d'autres personnes. Et ce qui est un peu difficile pour nous en tant que jeunes, on n'a pas accès à ces types de secteurs d'activité pour promouvoir notre culture, pour promouvoir nos ressources, pour développer de vraies approches, pour gagner nos vies. Tout ce qui nous reste, c'est les toutes petites choses sur lesquelles nous pouvons travailler pour nous en tirer d'affaires. C'est vrai que je ne sous-estime pas, mais je voudrais dire que cette politique quand même que nos États font au niveau de nos territoires ne me donne pas l'impression qu'on est dans une bonne direction. Et tout en sachant que, je mets ça entre parenthèses, c'est un constat qui est là et c'est un constat alarmant. C'est-à-dire, nous avons les ressources. On a donné ces ressources-là à d'autres personnes pour exploiter. Et ces autres personnes viennent nous apporter une contribution en fonction de l'exploitation. Donc, tout se passe comme si on a des choses, on donne à quelqu'un d'autre qui nous aide, ensuite quelqu'un d'autre nous rémunère. Oui. Or, si on pouvait monter des modèles correspondant aux exigences de nos économies, on pouvait nous en sortir. Et que pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin africain? C'est top. C'est l'une des premières voies sur laquelle nous devons nous concentrer pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Exemple, les médicaments sont fabriqués par les étrangers. Les femmes ont la capacité en un temps record de vous fabriquer les mêmes médicaments. Pas dans la même structure, mais le même effet en termes d'utilisation. Donc nos pays pouvaient donner de l'intérêt à ces types de réflexion et encadrer la production de médicaments à travers nos ressources naturelles. Nos pays, au lieu de s'engager sur cette voie qui donne plus de fierté à la jeune féminine, nos pays s'engagent à encadrer
l'approche pharmaceutique Oui. venue de l'Occident. Autre élément très simple, vous avez les consommations de proximité au niveau des quartiers. Les produits que vous allez détecter sont créés par les femmes. Aujourd'hui, nos États ne misent pas sur ce potentiel créatif. Nos États misent sur des grandes entreprises de distribution qui viennent s'installer à côté même de ces femmes pour faire tomber ces petites activités dont ces femmes se servent pour accompagner leur famille. En fait, j'ai l'impression que les femmes se battent tous les jours pour installer, pour développer, pour accompagner, pour supporter. Et nos États disent à nos femmes, attention, il y a d'autres personnes qui arrivent, il faut qu'on leur ouvre nos portes. 2 exemples que nos États pouvaient initier et y réfléchir pour voir qu'est-ce que ça peut donner comme début de solution. Premièrement, à chaque fois qu'on met en place une politique, on réserve une part importante dans la stratégie nationale, la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Je ne parle pas de quotas. Moi, je suis totalement contre. On parle de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ça veut dire quoi, par exemple? Un État veut promouvoir des infirmiers. L'État peut dire, tout étudiant qui fait le concours infirmier et qui le réussit, je lui paye une bourse de 100 000 et je l'intègre dans la fonction publique. Oui. Ça, c'est la promotion d'un secteur d'activité bien défini. Oui. On pouvait dire, tout investissement dans l'industrie pétrolière, il faudrait que dans le projet, qu'on associe 2 femmes dans le capital et dans le conseil d'administration. C'est-à-dire, l'État pouvait promouvoir la mise en place de stratégies d'intervention alliant efficacité, alliant aussi la participation des femmes. Là, on est dans la stratégie réelle. On n'est pas dans le quota, on n'est pas dans le on les aide, parce que c'est elles qui nous aident. Parce que ce qu'elles font au quotidien nous permet d'asseoir une vie confortable. D'accord. Alors, parlant de cet entrepreneuriat féminin, il y a certaines femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Quel regard vous portez sur ces initiatives des femmes et qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour pouvoir développer leurs actions? Alors, le premier regard, et que souvent on l'ignore, les femmes n'entreprennent pas comme les hommes. D'une manière générale, les femmes qui entreprennent le font parce qu'il y a une situation qui s'est présentée. Mon mari n'a pas d'argent. Il faut que je travaille pour l'aider. Exactement. Donc elle se lance dans les petites activités génératives de revenus. Mon mari est décédé, les enfants sont là, il faut faire quelque chose. Je veux m'occuper. Mon mari travaille, mais je ne fais rien à la maison. Je commence à me débrouiller. J'ai des talents, je les fructifie. D'une manière générale, l'entrepreneuriat féminin est un axe sur lequel les femmes évoluent avec une toute petite priorité. La priorité, elle est quoi, d'une manière générale? C'est je gagne quelque chose pour apporter à la cellule familiale. Pour répondre à un besoin. À un besoin. Donc, il n'y a jamais eu de façon générale un projet structuré à long terme avec une perspective d'évolution. Comme il n'y a pas eu de perspective d'évolution, il n'y a jamais eu de fondamentaux, il n'y a jamais eu de cadre d'exploitation, il y a juste eu, j'ai besoin de temps par jour pour faire vivre ma communauté, point final. Donc, on a mal évalué les bases ou bien le déclic ou les éléments qui font qu'une femme entreprenne. C'est vrai que d'une part, on a d'autres femmes qui ont des idées, qui structurent, qui font des business plans et qui organisent leur création d'entreprise avec des critères très précis. Elles sont pas nombreuses, mais la majorité est dans le premier cas de figure. Maintenant, ces femmes aujourd'hui, pour les accompagner, il ne suffit pas de les former. J'entends parler des fois que les gens la formation des femmes, pour l'entrepreneuriat. Il faut les former dans la gestion. Mais quand j'entends ça, j'ai envie de vomir. Parce qu'une femme, tu lui apprends comment gérer une entreprise, mais regardez comment elle gère la famille. Les mêmes critères. Elle a déjà les aptitudes. Naturelles et spontanées. Et elle le fait bien à la maison. Les enfants sont polis. Elle s'organise à ce que son leadership règne. Elles sont dans la maison, dans le quartier, dans le village, dans la ville. Elles sont dans le pays. Elles sont là toujours pour apporter des solutions très concrètes sur des phases où nous avons identifié des contraintes majeures. Donc aujourd'hui, je pense, ces dames ont besoin d'autre chose, comme je l'ai expliqué dans l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Mine d'or inexploitée, c'est que j'ai dit certaines femmes, vous avez un besoin de quoi? Que leur mari leur dise, chérie, je t'aime, tu as fait du bon boulot, je t'encourage. Ce que tu as fait, c'est magnifique. D'autres femmes ont besoin juste
qu'on leur dise, vous avez la possibilité d'exceller. On y va. Certaines femmes ont besoin que leur mari accepte qu'elles voyagent, qu'elles fassent des affaires, qu'ils reviennent. Mais tout le temps, on parle de la formation, de l'accompagner. Pour moi, c'est abstrait. Il faudrait qu'on identifie un besoin réel auquel on apporte une solution réelle. Mais pas du tout du blabla. Et on a fait beaucoup au niveau des femmes. C'est pourquoi ça ne donne pas des résultats escomptés. Il faut aller aux actions. Exactement. Investir, c'est le programme que vous suivez actuellement sur Radio Dina. Et dans ce studio, Ibrahima Théo Lam, il est directeur général de Omniance et auteur d'ouvrages sur l'entrepreneuriat. Il est sénégalais. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, plusieurs jeunes Africains se sont lancés dans l'entrepreneuriat et la production surtout des produits locaux. Quel est votre regard sur ce changement, sur cette nouvelle donne concernant les produits locaux et tout? Déjà, c'est une bonne chose. J'apprécie beaucoup le fait que plusieurs jeunes de notre génération font attention à la consommation africaine. Surtout, beaucoup de ces jeunes maintenant, y compris les jeunes filles, affichent leur identité africaine à travers les cheveux nappis, à travers les tenues traditionnelles, à travers plusieurs phénomènes. Ça, franchement, je ne peux que l'apprécier. En tout cas, pour ma part, dans plusieurs cas de figure de mes consommations, je les lie avec l'identité africaine. Donc, cette consommation locale, je l'encourage, parce que voir nos artisans se développer, pour moi, c'est une source de revenus supplémentaires. J'encourage les artisans de poursuivre leur niveau de créativité et j'invite aussi les populations à consommer local et d'être souvent tolérants. Parce que quand on achète un produit d'un Togolais, en tant que Togolais, on peut se dire « Ah oui, c'est pas bien fait, ah oui, il y a eu des contraintes. » Il n'y a pas trop de sucre, il n'y a pas trop de sel, il y en a trop. On a toujours des commentaires négatifs. Exactement, mais moi je préfère dire à la personne, ce que vous m'avez donné, je l'ai acheté moi-même parce que j'en ai besoin. Une prochaine fois, s'il s'agit de moi, faites-moi le produit comme ça. Il s'agit de ma commande. Donc je préfère aller dans une optique d'accompagner l'artisan, le créateur, que de le critiquer. Je ne peux pas le critiquer, c'est un travail magnifique, c'est un travail intellectuel, c'est un travail créatif. Je peux lui apporter mes soutiens au cas où il en a besoin. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, les Africains ont de la peine à consommer les produits transformés par leurs compatriotes. Mais comment faire changer ces habitudes qui sont ancrées dans les différentes communautés selon vous? Beaucoup de communication. Et le point qui nous manque, j'ai hâte qu'on le retrouve, c'est plusieurs de nos autorités ne sont pas engagées dans la consommation locale. Moi, j'ai vu en Afrique un président qui fait un discours de promotion de la consommation locale et qui est assis sur un fauteuil fabriqué en Europe. Le design de son bureau. Le jour du discours. Voilà, j'ai vu des ministères de l'artisanat dont les meubles sont importés. J'ai vu des organisations qui s'occupent de la promotion du riz local et ces personnes n'ont jamais goûté au riz local. J'ai vu beaucoup de concepts avec des philosophies, avec des professions de foi, avec des déclarations d'intention. Mais vous pensez que tout ça existe. Mais en réalité, ces personnes ne sont pas connectées à la réalité locale. On consomme local, mais comment vous pouvez promouvoir la consommation locale? Or, chez vous, il n'y a rien de local. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment on peut promouvoir quelque chose sur laquelle on n'y est pas. On n'y croit pas trop. Mais je peux donner d'autres exemples pour dire qu'on n'y croit pas trop. Moi, j'ai vu des enfants de ministres de l'enseignement supérieur qui étudient à l'étranger. Vous savez ce que ça signifie en un mot? Je suis ministre de l'enseignement supérieur. Je mets en place une politique de l'enseignement supérieur dans mon pays, mais j'y crois pas. Mon enfant, je le ramène à l'extérieur. L'extérieur est meilleur que le plan que nous avons déroulé. Que nous avons déroulé pour les enfants du pays. Donc finalement, vous faites la destination de l'autre et notre destination, ça vous intéresse absolument de faire sa promotion. C'est ce que ça signifie à mes yeux. Et comment amener une prise de conscience par rapport à la consommation des produits locaux? Mais ça doit être d'abord les autorités, c'est ça qui nous manque. L'autorité doit afficher cette forme volonté.
de consommer localement. Et l'autorité, c'est la personne qui est payée par les sous publics, par le trésor. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai moins d'attention peut-être sur certains aspects, parce que je n'ai pas une responsabilité publique. Oui. Mais demain, si l'État sénégalais me confie une responsabilité, je dois avoir de la tenue et de la retenue sur certains points. Dans tous les pays où l'engagement citoyen est acté, vous ne verrez pas un ministre qui ne consomme pas ce qui n'est pas produit dans le pays. Je peux donner un exemple. En France, vous ne verrez jamais un conseil de ministres que les autorités du pays viennent avec d'autres voitures que des marques françaises. Oui. Les ministres ne vont pas porter des costumes qui ont été fabriqués ailleurs. En Angleterre, non. Absolument pas. Parce que vous le faites le matin, l'après-midi, vous êtes viré. C'est que vous devez croire à l'identité locale. Vous pouvez, d'esprit ouvert, ça n'engage que vous, mais sur les éléments incontournables de l'identité nationale, vous devez y être. Et donc, il faudrait que ça commence par les autorités avant que ça ne touche le dernier citoyen. Parce qu'un pays, c'est quoi? C'est des citoyens qui fabriquent. Une partie, on donne à l'État, et l'État prend ce budget pour répartir, pour créer des infrastructures, pour que l'entrepreneuriat puisse prendre un envol et que chacun y trouve son compte. Ces autorités, on leur a confié nos destinées. C'est à elles d'abord de croire à ce que nous faisons en tant qu'enfants de la République. Alors, la production, par exemple, quand on a une entreprise, c'est la première étape, puisque vous êtes dans le domaine et vous conseillez les Africains à aller vers l'entrepreneuriat. C'est la première étape d'un produit, d'une entreprise. Mais le couler également en est une autre. Vous êtes passé par plusieurs pays africains. Vous avez eu à vivre les expériences de ces pays-là. Mais quelles sont les stratégies que aujourd'hui Ibrahima Théolam propose aux entrepreneurs africains pour pouvoir s'en sortir? Croire à son produit, maîtriser son produit et pouvoir le vendre réellement et y apporter ce que les autres concurrents n'ont pas. La touche particulière. La touche particulière. Parce que nous sommes dans un contexte africain où le mimétisme est toujours présent dans nos activités. Vous faites une radio, ça marche très bien, votre voisin va le fera faire. Une radio. Ouais. Donc, quelle est votre particularité pour que vos clients restent avec vous? C'est important. Peut-être ça peut-être une sympathie que vous dégagez, ça peut-être la façon dont vous tournez les émissions, ça peut-être plusieurs d'autres éléments qui feront de vous une personne qui attirera d'autres avec un centre d'intérêt commun. Donc finalement, ce n'est pas uniquement une stratégie, il y en a plusieurs. Et en général, c'est en fonction des spécificités du produit, du porteur de projet, de plusieurs éléments qui sont interconnectés. D'accord. Vous avez parlé du mutisme entre Africains et aujourd'hui, ce qu'on a constaté également au niveau des entrepreneurs, comme vous l'avez dit, ils lancent un produit, l'autre également veut lancer le même produit. Mais comment amener les entrepreneurs africains, surtout ceux qui sont de même nationalité, à se mettre ensemble et à pouvoir sortir une entreprise, une grande entreprise, une entreprise qui s'impose dans le domaine? Merci pour votre question. C'était l'objet de ma conférence tout à l'heure. Ah d'accord, voilà. L'incubateur national de l'État togolais. Et je remercie par ailleurs le coordonnateur qui a soulevé cette préoccupation. Oui. Lui, il est étonné sur le fait que pourquoi les gens qui sont dans le même secteur d'activité ne travaillent pas ensemble pour développer de grosses industries. Oui. Vous savez que dans les pays développés, ça se passe comme ça. Oui. C'est pourquoi ils ont de la force. Vous faites du chocolat, je fais du chocolat. On peut mutualiser, acheter une seule machine de production, on aura beaucoup plus de force ensemble. On va accéder à un marché beaucoup plus large. Mais si chacun part de son côté, on aura du mal. Mais je vais prendre l'exemple des Africains en France. Nous n'avons pas développé cette synergie déjà. C'est pourquoi en France, vous allez voir plusieurs entrepreneurs d'autres nationalités qui arrivent à un niveau, mais chez nous, on n'a pas encore atteint, en tout cas, cette taille qui fait que nous pouvons être dans de très grosses structures qui nous appartiennent. Et si on faisait comme les autres communautés, on pourrait se réaliser avec de très grandes industries en Europe. Maintenant, je prends l'exemple en Afrique. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais en tout cas, je vais fuir un peu votre question en l'orientant de l'autre côté. Si on pouvait être solidaire dans l'entrepreneuriat, nous allons avoir plus d'impact que possible. Je n'ai jamais compris le pourquoi on ne travaille pas ensemble. Je n'ai jamais compris le pourquoi on n'a pas confiance en nous. Je ne sais pas. C'est compliqué. Je ne sais
Absolument Ou bien c'est pas. l'éducation de l'Afrique, hein, Je ne sais pas. qui est Mais un en frein. tout cas, on doit le faire. Aujourd'hui, tel que le monde est défini, nous avons vu que les communautés qui se développent, même si j'aime pas qu'on imite, on peut estimer que ces communautés ont travaillé ensemble. D'accord. Donc, il faut aller ensemble. Exactement. Et Quand- surtout, moi, par exemple, c'est mon cas personnel. Mhm. Quand j'achète, je regarde dans ma communauté qui fait la chose d'abord. Si j'en trouve pas, je peux acheter ailleurs. Pour moi, c'est la communauté d'abord, La communauté avant tout. avant tout. Alors, quelles sont les pistes de solutions pour un financement d'une entreprise en création, puisque vous avez, c'est votre leitmotiv. Aujourd'hui, vous parlez de non-financement, on ne va pas regarder le financement, mais quand même, le financement revient toujours quand il s'agit d'entreprendre. Quelles sont les pistes de solutions que En vous 16 ans, proposez? j'ai jamais déposé dans une banque un financement parce que tout simplement, ce n'est pas dans mon orientation en matière entrepreneuriale. C'est un choix personnel. Et puis, les banques n'offrent pas beaucoup d'opportunités quand même. En tout cas, en France, il y a beaucoup d'opportunités si vous voulez. Oui, bon, en Afrique, hein, je parle Mais- généralement de l'Afrique. Dans notre continent, quand même, et c'est compliqué, très compliqué. Ce qu'on vous demande comme garantie, si vous l'avez, vous n'avez pas besoin de faire un prêt bancaire. Le titre foncier. Exactement. Ou la garantie. Énorme. Une maison. Donc, comme notre système est ce qu'il est, je ne le critique pas. Je demande à ce qu'ils veulent entreprendre, de ce qu'ils veulent entreprendre, de se débrouiller eux-mêmes. J'ai un projet, je cherche mes propres moyens. Je n'ai pas de moyens, je cherche des personnes de mon entourage qui peuvent me faire confiance. Je n'ai pas de personnes de confiance, je cherche à développer mon prototype. Quelqu'un me verra avec un beau prototype pour me faire confiance et me dira, on y va ensemble. C'est ce qu'on fait avec Lomé Business School. Pendant une semaine, on aide les jeunes à fabriquer des prototypes. On les accompagne dans la phase conception, dans la phase appui-conseil, dans la phase aussi comment dérouler le projet jusqu'à l'étape finale. Ils sont prêts, aboutis. Si des personnes sont intéressées, c'est l'interconnexion. Et ça D'accord. marche très bien. Le constat aussi aujourd'hui, ces dernières années, c'est surtout cette paresse, excusez-moi le terme, de la jeunesse africaine qui aujourd'hui décide de se tourner vers un business en ligne préférable, de s'engager directement. La personne préfère, le jeune préfère s'asseoir à la maison pour que l'argent vienne facilement. Je donne 50 000, je gagne 100 000, je gagne telle somme. Alors, quel est votre regard par rapport à cela? Heureusement, À je cette connais pas ce facilité-là. business. Ah non. Je connais vraiment pas ces business. Mais qui cette tournent en ligne. facilité Oui. dans laquelle tombe la jeunesse africaine, qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous savez, en fait, j'ai une interprétation, hein, mais je vais clarifier mon propos. Moi, je ne connais pas ce type de business. D'accord. En ligne, par WhatsApp, Snap, je ne sais pas, des trucs là. Moi, heureusement, je ne suis pas connecté. Oui. Je ne suis pas dans ces types de plateformes. Tout à l'heure, à la conférence, la chargée de communication de l'incubateur m'a dit, on vous a cherché sur Twitter, on vous a cherché sur Instagram, c'est ça? Nous aussi, on a cherché en vain. Ah, vous avez cherché Oui, sur par rapport Twitter et à Instagram. investir, voilà. Mais vous ne pouvez pas me trouver parce que je ne suis pas dans ces réseaux. Je travaille avec les jeunes et les femmes en Afrique sur des projets sur le terrain. On est ensemble pour développer des projets. Mais comment expliquer cette facilité dans oui, laquelle... cette facilité, je ne l'explique pas à travers les jeunes qui pratiquent cette façon de faire. Mais je voudrais juste dire, notre écosystème a fait comprendre aux jeunes, on peut se lever et devenir milliardaire. C'est-à-dire, on n'a pas expliqué aux jeunes, il y a un parcours. C'est un processus. Il y a un processus. Par exemple, cette radio, le ou la propriétaire ne l'a pas créée en un clin d'œil. Non, ça Il y n'a a pas eu été un le cas. parcours. Ce parcours que vous avez validé, c'est le même parcours ou un parcours plus autre chose, ou ce parcours moins quelque chose qui fera de ce jeune une personne qui va affronter une trajectoire entrepreneuriale. On ne peut pas se lever le matin pour Devenir milliardaire. Ce n'est pas possible du tout. C'est un processus. Et dans ce processus, comme j'aime bien le dire, et c'est mon cas, je me trouve aujourd'hui une situation, demain je tombe, après demain je cherche autre chose. D'accord. Alors, de quoi a besoin l'Afrique aujourd'hui pour se développer dans les différents domaines? 3 points. Ouais. Premièrement, connaître son environnement. D'accord. L'Afrique doit connaître son environnement. L'environnement africain est mieux maîtrisé par les autres communautés. Les étrangers, les Exactement. occidentaux. C'est eux qui exploitent tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'on aime le continent. D'accord. Parce que l'Afrique, c'est le seul continent
où ces enfants peuvent aller à l'étranger et oublier le pays. L'Afrique, c'est le seul continent où on y habite, on a envie de le quitter tout de suite. Oui. L'Afrique est le seul continent où on est africain, on déteste ce continent. C'est une catastrophe. On est malheureux en étant africain. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas malheureux. Oui. Mais troisième point, l'action. Tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on le commence tout de suite et maintenant. Comme on dit en Côte d'Ivoire, en même temps et mieux. On vise de créer une radio, on commence à rassembler tout ce qui nous permet de créer les moyens pour pouvoir créer la radio. Exactement, et ce ne sont pas uniquement des moyens financiers, ça peut être de l'énergie, du temps, du réseau, de la discussion. Avec tout ce travail que vous faites, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Ah mais tous les jours, oui. Les difficultés, si vraiment je dois les étaler, on peut faire 4 En 3 points. En 3 points. En fait, je ne les compte pas comme des difficultés. Vraiment, c'est des choses qui arrivent dans ma vie. Et puisque vous essayez de les surmonter. Ah oui, bien sûr. Moi, de toute façon, difficulté, ça, j'y pense même pas. Et ça doit être le leitmotiv des jeunes entrepreneurs. Parce ceux qui veulent réussir, en tout cas. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai eu le matin. Mais cela ne m'a pas empêché d'atteindre mon objectif. Aujourd'hui, cet après-midi, j'en ai eu. Je suis venu avant l'heure pour faire notre émission. Ça, j'y travaille même pas. Difficulté. Depuis que je suis né, je suis dans des difficultés. Alors, quel est votre message pour finir? Mais très ravi d'être là. Et surtout, avoir le plaisir d'avoir été connecté par mon ami Daniel, qui croit beaucoup aux produits locaux. C'est un jeune entrepreneur togolais également. Exactement. Daniel Agblevon, qui est dans la boulangerie et pâtisserie. Exactement. Et qui est dans d'autres choses. Oui. Lorsque cette activité ne marche pas, il y a d'autres. C'est Daniel, il y en a beaucoup au niveau de notre communauté africaine. On ne les voit pas, on ne leur donne pas la possibilité. On ne les accompagne pas, on ne les aide pas. On les laisse se faire. Mais heureusement, comme ils sont talentueux, têtus et courageux, ils vont toujours percer. Et un message aux entrepreneurs africains? De manière générale, de s'accrocher, de croire à leurs rêves et surtout de se battre à créer leur propre avenir et de ne pas laisser les autres dessiner leur destin. C'est important de savoir s'engager avec ses propres perspectives, ses propres moyens, ses propres dynamiques. Lorsqu'on fait avec son échelle, lorsqu'on fait avec ses moyens, on aura plus de rendu. Ibrahim Théo Lam, merci d'être passé dans Investir. Merci à vous, c'est un plaisir d'avoir partagé du temps avec vous. Le numéro 8 d'Investir s'achève ainsi. Merci à vous pour la fidélité à votre programme qui met les projecteurs sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous étions aujourd'hui avec Ibrahim Théo Lam. Il est directeur général de Omnion. C'est un cabinet qui accompagne les jeunes entrepreneurs ou bien les entrepreneurs africains en conseil et en tout ce que vous avez besoin pour pouvoir vous développer. Il est également auteur d'ouvrages sur l'entrepreneuriat. Faites juste un tour sur Internet pour pouvoir vous acheter ces ouvrages qui vont vous alimenter, vous faire grandir dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir ou vous voulez des conseils pour investir dans un domaine, écrivez-nous sur le plus 228 90 13 89 94 ou le plus 228 79 71 45 95. Je suis Djibodi Apedo. À très bientôt. Investir.